Il est l'auteur d'un des livres les plus lus dans le monde entier et un des livres les plus traduits. Il est parti d'absolument rien, des quartiers les plus pauvres d'Algérie, pour arriver jusqu'au prix Nobel de littérature. Il marquera les plus grands esprits et les marque encore aujourd'hui par sa beauté. Il s'est engagé dans des causes les plus justes et les plus nobles, il a toujours respecté, il a toujours été et prôné ce qu'il disait. C'est un homme remarquable aujourd'hui et j'ai envie de vous parler, de rendre un hommage par la même occasion à un des auteurs que j'apprécie le plus au monde, qui est le grand philosophe et écrivain Albert Camus. Avant de vous parler de toute l'histoire d'Albert Camus, je tiens à vous dire que cette vidéo ne rentre pas dans tous les détails. Il a une vie qui est extrêmement riche, avec beaucoup d'informations, et je ne peux pas revenir sur tous les détails de sa vie. Alors, je pense que si vous voulez approfondir tout ce que je vais vous apporter dans cette vidéo, je vous mets des sources dans cette vidéo, donc c'est-à-dire des endroits où vous allez pouvoir trouver des biographies ou des écrits qui vont vous renseigner sur la vie de cet auteur, si vous voulez vraiment aller plus loin et en savoir plus. En tout cas ici, je vais vous apporter les grandes lignes, les grandes informations, ce qu'il faut savoir et ce qui me paraissait juste pour retranscrire de manière la plus correcte possible cette incroyable vie qui est celle d'Albert Camus. C'est le 7 novembre 1913 à Mondovì, qui est aujourd'hui Dréan, près de Bonn, c'est Annaba, en gros l'actuel Annaba, dans une Algérie alors colonie française. Albert Camus voit le jour dans une famille modeste en Algérie et très tôt dans sa vie, il est confronté à l'absence de son père. Son père, du nom de Lucien Camus, meurt en 1914 lors de la Première Guerre mondiale, laissant malheureusement derrière lui une famille démunie. Le peu que Camus sait de son père vient des récits familiaux. Un détail poignant est lié à la guerre et au décès de Lucien. La médaille militaire et le certificat de bonne conduite que Lucien a reçu posthumément, qui sont d'ailleurs aujourd'hui des objets que la famille de Camus a conservés. Ces espèces d'artefacts, ils symbolisent non seulement l'héroïsme et le sacrifice du père que Camus n'a jamais connu, mais ils représentent également une connexion tangible avec un passé familial marqué par la perte et par le deuil. Sa mère, Catherine Hélène Sintes, d'origine espagnole, se retrouve seule pour élever le jeune Albert et son frère aîné, du même nom que son père, Lucien. Il est élevé dans un milieu modeste, à Bellecour, c'est un quartier qui est populaire à Alger. Camus grandit donc dans des conditions simples, très simples. Sa mère travaille comme femme de ménage, et il fréquente l'école communale. Malgré les difficultés financières, sa mère encourage ses études et son amour pour la lecture. Cette enfance, qui est marquée par la pauvreté et l'absence paternelle, forge en lui un sens aigu de la justice et de la solidarité envers les plus démunis. Camus entretenait un lien affectif très fort avec sa mère qu'il aimait profondément. Il exprimait souvent son attachement à elle dans ses écrits et dans ses correspondances. Sa mère, elle représentait pour lui un repère stable, une source d'inspiration. D'ailleurs, dans ses carnets, Camus a écrit à propos de sa mère « J'aime ma mère avec désespoir, je l'ai toujours aimée avec désespoir ». Mais la question, c'est comment un jeune pauvre élevé dans des quartiers d'Alger a-t-il pu émerger d'un milieu démuni ? Eh bien, le mérite revient à son instituteur Louis Germain. Ce dernier a su reconnaître le potentiel exceptionnel de Camus et a été un mentor précieux pour lui. Germain a encouragé et soutenu Camus dans ses études, l'incitant à aller au-delà de ses limites et à cultiver son amour pour la littérature et la philosophie. Germain fait découvrir à Camus les plus grands auteurs, Proust, Dostoïevski, Kafka et bien d'autres. Dans son jeune âge, Camus montre des aptitudes intellectuelles qui sont remarquables et une passion pour la littérature. Germain décide donc de le présenter au concours des bourses pour les lycéens et collèges. Et figurez-vous que Camus réussira à devenir boursier. Alors, ça n'a pas été facile pour le professeur Germain, pour la simple et bonne raison que la famille de Camus ne voulait absolument pas qu'il fasse ça. Au contraire, il voulait qu'il aille vite travailler pour gagner de l'argent. Il a dû activement les convaincre, ce qu'il a réussi à faire et ce qui a permis à Camus de devenir ce boursier et de pouvoir se lancer dans cet univers-là. C'est au lycée que le boursier découvre qu'il est pauvre. Avant, il l'ignorait car il n'avait grandi qu'avec des gens du même milieu, n'ayant aucun point de comparaison. Camus n'avait en aucun cas conscience de sa condition et il dira avoir honte, puis honte d'avoir eu honte.
C'est à ce moment que le jeune passionné se met au football, une passion qui le suivra toute sa vie. Il est gardien de but, tout comme il sera gardien des valeurs, gardien de l'humanité quand il grandira. Il affirmera en 1953 dans le journal du REA: «J'appris tout de suite qu'une balle ne pouvait arriver jamais du côté où l'on croyait. Ça m'a servi dans l'existence et surtout dans la métropole où l'on n'a pas grandi franc du collier.» En 1930, à 17 ans, alors qu'il est en classe de philosophie, se manifestent les premiers signes de la maladie qui va modifier le cours de sa vie. Il crache du sang, la tuberculose va le détruire, et va aussi lui détruire sa vie. Il peut dire donc adieu au football, sa grande passion. Cette maladie, qui à l'époque signifiait une menace de mort, va influencer et va avoir une influence énorme sur sa philosophie. Aimer la vie comme Camus l'aimait, à la passion, et se la voir retirée sans motif est une première manifestation de l'absurde. Camus ne découvre donc pas son grand concept en lisant des livres, mais en les vivant. Les traitements de l'époque, loin d'être efficaces d'ailleurs, nécessitent des soins constants et qui sont coûteux, exacerbant les difficultés financières de sa famille. Camus doit donc interrompre ses études et son travail, passant de longues périodes en convalescence, ce qui le plonge dans des réflexions profondes sur la maladie, la souffrance et surtout sur la mortalité. La tuberculose lui enseigne la révolte face à l'absurde, non pas par la négation de la souffrance ou par la résignation, mais par une affirmation de la vie et de ses joies malgré et contre tout. C'est la même année que Camus rencontre un autre homme qui marquera sa vie, du nom de Jean Grenier. Leur rencontre, elle a lieu lorsque Camus est encore lycéen à Alger, au début des années 1930. Grenier, qui est philosophe et écrivain, mais qui aussi enseigne la philosophie au lycée de Bugeaud, où Camus est scolarisé. C'est cette rencontre qui est déterminante pour le jeune Camus, alors âgé de 17 ou 18 ans, qui se trouve à un carrefour de sa vie, marqué non seulement par la maladie, mais aussi par la quête de sens. Jean Grenier devient alors le mentor d'Albert Camus, qui l'introduit à la pensée existentialiste et au surréalisme, et influençant profondément son orientation philosophique et littéraire. Grenier encourage Camus non seulement dans sa passion pour la littérature et la philosophie, mais il lui ouvre aussi et également les portes d'un univers intellectuel beaucoup plus vaste. Et ça inclut quoi? Évidemment, ça inclut la lecture de Nietzsche, de Schopenhauer et des philosophes orientaux, qui auront d'ailleurs un impact notable sur son développement intellectuel. Le rôle de Grenier dans la vie de Camus dépasse le cadre académique. Il devient une figure paternelle offrant guidance et soutien émotionnel à un jeune homme qui est marqué par l'absence de son père biologique et par les défis posés par sa condition de santé, quoi. Et cette relation, elle est fondée sur un respect mutuel et sur une profonde affection. En gros, Grenier il reconnaît le talent et le potentiel de Camus. Et ce dernier, voyant en Grenier un guide philosophique et surtout moral. En dehors de Germain et de Grenier, un troisième homme marque l'esprit du jeune Camus, c'est son oncle, Gustave Alco, qui est le mari d'une sœur de sa mère, et il est boucher. Mais c'est surtout un voltairien et un anarchiste, qui est passionné de lecture et qui choisit les livres pour son neveu. Ils vont tous les jours jouer aux cartes et discuter au café de la Renaissance, et à la mort de Gustave Alco, qui l'a submergé, qui l'a hébergé pendant des années, Camus dira « Il était le seul homme qui m'a fait imaginer un peu ce que pouvait être un père. » Mais le désir de vouloir lui aussi écrire n'est pas là depuis toujours. Il a des idées, il est malin, il est profondément passionné, mais il faudra un déclencheur pour lui donner une envie profonde d'écrire. Et ce déclencheur, c'est un livre que Jean Grenier fait lire à Camus, du nom de La douleur, d'André de Richaud. Et pour la première fois, une lecture donne au jeune Camus le profond et la grande envie et le désir d'écrire. Camus, il se place alors sous le signe de deux grands penseurs, qui vont être Gide et Nietzsche. Il est un immense admirateur de Nietzsche et son influence, elle a eu un impact énorme sur le jeune prodige. Déjà, une petite anecdote, c'est qu'un jour Camus, il va à Turin, donc c'est en 1954, et c'est en pensant que c'est la ville où Nietzsche perdit la raison, qu'il tomba en sanglots dans les bras de son ami Overbeck. Et c'est une analogie qui est plutôt dingue, parce qu'on sait que Nietzsche est tombé en sanglots en voyant un cheval être maltraité à Turin. Et on pense aussi à Raskolnikov dans Crime et Châtiment de Dostoïevski, qui raconte un souvenir où il voit, impuissant, un ivrogne battre à mort une pauvre petite jument. Et c'est un souvenir d'ailleurs qui est réaliste, parce que c'est un souvenir de Dostoïevski. Et là, Camus, qui tombe en pleurant sur la place où Nietzsche a perdu la raison,
Drôle de coïncidence, quoi. En 1934, Albert Camus, qui a alors 20 ans, fait la rencontre qui marquera le début d'une période intense et complexe de sa vie. Il croise le chemin de Simone Hillier. C'est une rencontre qui se produit dans un contexte qui est évidemment d'effervescence intellectuelle et culturelle à Alger, où Camus il s'implique activement dans des milieux universitaires et théâtraux. Simone Hillier, c'est une figure mystérieuse et captivante. Elle est dotée d'une beauté et d'un esprit qui ne laisse pas Camus indifférent. Leur connexion, elle est quasiment immédiate, et c'est malgré le fait que Simone est à l'époque la fiancée de Max-Paul Fouché, qui est un ami et un collègue de Camus, Fouché, écrivain et poète, fait partie du cercle intellectuel que fréquente Camus, ce qui rend la situation un peu complexe, mais Camus, c'est un grand séducteur. Sa relation entre Camus et Simone Hillier se développe extrêmement rapidement, grande passion dévorante qui reflète des tumultes intérieurs et les aspirations de Camus à cette époque de sa vie d'ailleurs. Et en dépit des conventions et des potentialités conflictuelles liées à la situation, Camus et Simone ils se marient en 1934, peu de temps après leur rencontre. Ce mariage précipité plonge Camus dans une réalité conjugale marquée par la passion, certes, mais également par des difficultés majeures. C'est ça l'amour, quoi. Simone Hillier apporte avec elle un univers de complications. Notamment, elle a une dépendance à la morphine qui affecte profondément la dynamique de leur relation. Les luttes contre cette addiction, combinées à des infidélités et des périodes de séparation, voilà, pas facile, quoi. C'est assez sombre. Malgré cela, la relation exerce une influence qui est indéniable sur l'évolution personnelle et intellectuelle de Camus. Après sa séparation avec Simone Hillier, en 1936, le jeune Camus entame une période de profonde transformation personnelle et intellectuelle. La fin des années 1930 est marquée par l'approfondissement de l'engagement politique de Camus. Il adhère au Parti communiste algérien en 1935, bien que son rapport avec le communisme devienne plus difficile au fil du temps, le conduisant à être exclu du parti en 1937 pour des positions sur la question de l'indépendance algérienne. Malgré cela, il continue à militer pour les droits des Algériens et contre les inégalités sociales, une constante de son parcours. Toute sa vie, Camus se battra contre les injustices, contre la pauvreté et contre la violence. Ça, c'est indéniable. Surtout qu'il faut savoir que lorsqu'il s'engage dans le Parti communiste, c'est quand même Jean Grenier qui le pousse à y participer, qui le pousse à s'engager. Donc forcément, il a quand même été influencé d'une certaine manière pour ses opinions politiques. Par la suite, Camus se lance également dans le journalisme, une carrière qui lui permet de concilier sa passion pour l'écriture avec son engagement social et politique. Donc en 1938, il commence à travailler pour le journal Alger Républicain, où il publie des articles sur des sujets qui sont variés, allant des conditions de vie des populations locales et des analyses politiques plus larges. Ça illustre son engagement en faveur de la justice sociale. Sur le plan littéraire, Camus travaille durant cette période à plusieurs projets qui reflètent ses préoccupations philosophiques, notamment autour de la notion de l'absurde. En 1942, il publie L'étranger, et oui, roman qui le propulse sur la scène littéraire internationale. La même année, il publie aussi Le mythe de Sisyphe, qui est un essai philosophique qui explore le concept de l'absurde et de la révolte, qui sont les thèmes centraux de sa pensée. En fait, il faut se dire que Camus, il avait une grande idée en tête. C'est que son œuvre, elle se divisait en 3 grandes parties. C'était l'absurde, la révolte et l'amour. Et en vérité, là où on se trompe un petit peu, où Camus s'est peut-être un peu trompé, c'est que ce qu'il a réussi à faire, c'est pas tant l'absurde, la révolte et l'amour, mais c'est plutôt amour, absurde, révolte, amour. Pourquoi ? Parce qu'il commence avec Noces. Il commence avec ses ouvrages qui sont Noces. Il commence avec aussi des pièces de théâtre. Il faut savoir qu'à la base, c'était un passionné de théâtre et qui commence en écrivant des pièces de théâtre. Ça, c'est vraiment... Et aussi à produire certaines pièces, notamment par la suite, il produira aussi Karamazov. Il produira aussi des pièces d'André Malraux qu'il aime profondément. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que à la base, dans les premiers écrits qu'on peut retrouver de Camus, donc la mort heureuse qu'on retrouve avant l'étranger, qui amène, on va dire, ce concept et qui amène déjà un Meursault, c'est le Meursault avant Meursault, Patrice Meursault, c'est encore une autre histoire, un livre que je vous invite aussi à lire, mais encore avant cela, voilà, il y a d'autres écrits qui rentrent en jeu, et les premiers écrits de Camus, où il parle d'Alger, où il parle de l'Algérie, où il parle, voilà, c'est Noces, c'est le mariage avec le monde, il montre à quel point il aime le monde. Donc il y a d'abord l'amour, après il y aura la révolte avec l'étranger,
le mythe de Sisyphe, Caligula, et par la suite, pardon, ça c'est l'absurde, et ensuite il y aura la révolte avec l'homme révolté et les autres ouvrages qui vont sortir, la chute notamment, on en parlera au fur et à mesure, mais ce qu'il faut se dire, c'est que son grand projet, qui devait être une œuvre en 3 grandes parties, s'avère en fait être une œuvre en 4 parties, puisqu'il a d'abord commencé par l'amour, il s'est d'abord marié avec Nos, et ensuite il s'est séparé de son mariage avec l'absurdité. Il s'est révolté envers cette absurdité. Qu'est-ce que je fais de l'absurdité? Je me révolte. Et par la suite, il s'est remarié avec le monde. Voilà, une relation un peu conflictuelle. C'est avec le soutien et le conseil de Pia, Pascal Pia, que Camus publiera certains de ses premiers travaux, plus tard lors de la publication de L'Étranger en 1942. Et le rôle de Pascal Pia sera encore une fois central. Il est souvent cité comme ayant aidé à éditer le manuscrit, a encouragé Camus à le soumettre aux éditeurs à Paris. Il a contribué au lancement de sa carrière littéraire. Cette rencontre avec Pascal Pia, elle est décisive. On parle énormément dans les biographies de Jean Grenier, on parle énormément de l'influence qu'a eu cette personne-là dans sa vie, ce qui est vrai. Mais celui qui l'a profondément aidé, et on passe trop souvent à côté, c'est Pascal Pia. Parce qu'il a proposé ses œuvres, il a vraiment accompagné, il a été une source philosophique dans sa réflexion. Non, ça a été vraiment quelqu'un d'extrêmement important pour Camus. Au-delà de leur collaboration professionnelle, une amitié profonde se développe entre Camus et Pia, et cette relation, elle est basée sur une admiration mutuelle de leurs travaux respectifs, ainsi que sur un partage de valeurs communes, notamment l'engagement envers la liberté d'expression et l'opposition aux injustices sociales. Pia devient un des confidents les plus proches de Camus, jouant le rôle de conseiller littéraire et personnel tout au long de sa vie. C'est durant la Seconde Guerre mondiale que Camus et Sartre se rencontrent. Alors là, c'est la grande rencontre. Les deux hommes sont alors engagés dans la résistance française et partagent des préoccupations communes autour de la liberté, de l'absurde évidemment, de l'existentialisme et de l'engagement politique. Cette période de guerre et de résistance, elle forge entre eux un lien qui est basé sur un respect mutuel de leur travail et de leur engagement politique. Sartre fait les éloges de L'Étranger, Camus fait les éloges de La Nausée. Après la guerre, leur amitié se renforce et Sartre devient une figure majeure de la philosophie existentialiste qui soutient activement Camus dans son ascension littéraire. D'ailleurs, Camus publie dans Les Temps modernes, la revue fondée par Sartre, des textes qui confirment son statut d'intellectuel majeur. Leur collaboration est le symbole d'une génération d'intellectuels préoccupés par la reconstruction de l'après-guerre, la liberté individuelle et la responsabilité sociale. Cependant, au fil des années 1950, des divergences idéologiques et philosophiques commencent à émerger entre eux. C'est le début des embrouilles. Ces divergences sont exacerbées par la publication de L'Homme révolté de Camus en 1951, dans lequel il critique le totalitarisme et questionne les fondements de la révolution et de la violence politique. Sartre, plus aligné avec les idéaux marxistes et croyant en la nécessité de la révolution pour le progrès social, perçoit les positions de Camus comme conservatrice. Et la rupture, elle devient publique, irréparable, et la critique virulente de L'Homme révolté par Francis Janson, un proche de Sartre, dans les pages de Les Temps modernes, où il dira que Camus est un philosophe de terminale. Sauf que ce qu'ils ne savent pas, c'est que le philosophe, c'est le philosophe qui parle à tout le monde. C'est parce que c'est un philosophe de terminale que c'est un philosophe avant tout. Et on a essayé de le dénigrer par rapport au fait que, évidemment, il n'a pas eu la grecque. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il avait la tuberculose. On le dénigre par rapport à ça, on le dénigre par rapport à ses positions. On a même été jusqu'à dire que Camus était un existentialiste un peu raté, on va dire. Surtout que Camus a toujours dit qu'il n'était pas existentialiste. Pas du tout. C'est pas du tout quelque chose qu'il prône. Et pour lui, ce n'est pas dans ses valeurs. Mais alors, pas du tout. Camus, c'est un philosophe de l'absurde. C'est pas un existentialiste. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a été extrêmement critiqué tout au long de sa vie, sachant que lui avait une opinion de lui-même qui était quand même assez faible. Il vient des quartiers extrêmement pauvres. Il a connu la pauvreté depuis toujours. Mais vraiment, c'était extrêmement difficile pour lui. Ce qui fait de changer de milieu, c'était extrêmement difficile. Parce que Sartre et Camus, ils viennent de deux milieux qui sont complètement opposés. Pourtant, ils sont devenus amis, parce qu'ils partageaient, on va dire, les mêmes positions. Mais à partir du moment où les valeurs se sont séparées, l'amitié s'est cassée en même temps. Évidemment, Camus, il réagit fortement à cette critique qui est perçue comme une trahison personnelle, une attaque qui est injuste. Ce qui mène à un échange épistolaire tendu entre lui et Sartre. Cette dispute, elle met en lumière non seulement leurs différences philosophiques, mais aussi une fracture personnelle profonde. L'occupation de la France par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale est une période qui est cruciale pour Camus. Il rejoint alors la résistance française et devient rédacteur en chef du journal Combat.
C'est un organisme de presse qui est clandestin et qui provient de la résistance. Ses écrits de cette époque, à la fois journalistiques et littéraires, témoignent de son engagement contre le totalitarisme et en faveur de la liberté individuelle. Après la guerre, Camus continue à développer sa pensée philosophique et à publier des œuvres qui vont consolider sa réputation d'intellectuel majeur du XXe siècle, La Peste, L'Homme révolté et La Chute, d'ailleurs, qui sont parmi ses œuvres les plus influentes de cette période, explorant les thèmes de la condition humaine, de la moralité et de la justice. Sans compter évidemment Lettre à un ami allemand, qui est surtout et simplement un texte remarquable. Rencontré pour la première fois en 1944 au moment où Camus était déjà marié à Francine Faure, une autre femme, Maria Casares devient rapidement l'une des grandes passions de sa vie. Actrice espagnole exilée en France, Casares possède une intensité et un talent qui captivent Camus. Leur relation, elle débute peu après leur rencontre, et bien qu'elle soit intermittente due à leur engagement respectif et au mariage de Camus, elle dure jusqu'à la mort de l'écrivain en 1960. Alors, il faut savoir que leur rencontre, elle se fait parce que Maria Casares, elle va jouer une des pièces de théâtre de Camus, et ça sera l'élément déclencheur de leur rencontre qui va durer assez longtemps. Camus s'est déjà marié auparavant avec une autre femme. J'ai un peu sauté cet épisode parce que sinon l'épisode va durer 3 heures, mais je vous invite à vraiment plonger plus en profondeur pour savoir si cette relation intime vous intéresse, à vraiment aller chercher plus d'informations. La correspondance publiée entre Camus et Casares révèle la profondeur et leur attachement, ainsi que la nature passionnée et parfois tumultueuse de leur amour. Leur relation est marquée par des séparations et des retrouvailles, reflétant les complexités de la vie amoureuse de Camus, partagée entre son engagement envers sa famille et son amour pour Casares. Au-delà de sa relation avec Maria Casares, Camus a entretenu des relations et des liaisons avec plusieurs autres femmes tout au long de sa vie. Bah oui, Camus, c'est un séducteur. Parmi ces femmes, on compte notamment Catherine Sellers, une actrice avec qui il entretient une relation dans les années 1950, et Patricia Blake, une journaliste américaine. Voilà. Chaque relation révèle différentes facettes de la personnalité de Camus, à la fois un homme passionné, intellectuel, profondément engagé dans des questions existentielles et morales de son temps, et aussi un grand séducteur. Il n'a que 44 ans lorsque le 17 octobre 1957, Albert Camus reçoit le prix Nobel de littérature et devient l'un des plus jeunes lauréats de l'histoire de ce prix dans la catégorie littérature. Parmi les publications les plus influentes figurent L'étranger, La Peste, Le mythe de Sisyphe, L'homme révolté. La cérémonie de remise du prix Nobel a eu lieu à Stockholm en Suède et dans son discours d'acceptation, Camus parle avec émotion de la mer et de son profond attachement à l'Algérie, son pays qui est natal évidemment. Il aborde des réflexions sur l'art, la littérature qu'il considère comme des moyens de transcender la condition humaine et de lutter contre l'injustice. Son discours, vous pouvez le retrouver directement sur YouTube. Je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo si vous voulez l'écouter. Il est sublime. Et évidemment, l'hommage qu'il rend à sa mère, l'hommage qu'il rend aux jeunes générations, au rôle de l'écrivain, c'est sublime. Allez vraiment écouter ce discours. Camus dédiait son prix à son ancien professeur du lycée à Alger, Louis Germain, qui l'avait aidé à obtenir une bourse pour poursuivre ses études secondaires, une aide qui s'avérera décisive dans son parcours. Et cette dédicace, elle souligne l'importance de l'éducation et du mentorat dans le développement des jeunes talents. Et oui, malheureusement, le 4 janvier 1960 est un événement qui est tragique qui se produit. Albert Camus, qui voyageait avec son ami et éditeur Michel Gallimard, sa femme et leur fille dans une Facel Vega, lorsque le véhicule a quitté la route et s'est écrasé contre un arbre. Camus, qui se trouvait sur le siège passager, est tué sur le coup. Les enquêtes suivant l'accident ont révélé que le véhicule roulait à une vitesse qui était quand même très élevée, et bien que les circonstances précises de l'accident aient suscité des spéculations, aucune conclusion définitive a été établie quant à sa cause. La nouvelle de sa mort a provoqué une onde de choc à travers le monde. Camus était non seulement un écrivain, un penseur de premier plan, mais aussi une figure morale et politique qui est extrêmement respectée, connu pour son humanisme et son engagement contre les injustices. Son décès, il a été largement ressenti comme une grande perte pour la culture et la pensée contemporaine. Le manuscrit du premier homme, l'œuvre inachevée de Camus, est retrouvé dans la mallette que Camus transportait avec lui au moment de son accident fatal le 4 janvier 1960. Ce roman autobiographique, que Camus considérait comme son projet le plus personnel et ambitieux, retrace l'enfance de Jacques Cormery, un alter ego de Camus lui-même, en Algérie, explorant les thèmes de l'identité, de la famille, de la pauvreté, de la quête des origines dans le contexte colonial français de l'Algérie. Le manuscrit inachevé est resté non publié pendant plus de 30 ans. Sa veuve,
Francine Camus, hésitait à le faire publier, consciente de son état inachevé et de l'intimité qu'il relevait sur la vie de Camus. Et finalement, avec l'accord de ses enfants, Catherine et Jean, Le Premier Homme est publié en France en 1994. L'ouvrage a été salué pour sa prose lumineuse et profondément personnelle, offrant un aperçu qui est inestimable sur la vie intérieure de Camus, ses réflexions sur son pays natal et le processus par lequel il est devenu écrivain. On a retrouvé aussi dans sa mallette le livre La condition humaine d'André Malraux. On sait l'influence qu'a eu Malraux dans la vie de Camus qui est tout simplement immense. Voilà, ça a été un événement qui est extrêmement tragique, inattendu. Et même la petite anecdote, c'est que il avait un jour, j'avais lu ça dans sa biographie, un astrologue qui lui avait dit qu'il allait mourir de manière tragique. Qui ne savait pas pourquoi il lui disait ça, mais qu'il allait mourir de manière tragique. Voilà. Et je trouve qu'aujourd'hui, cette affirmation, cette chose qui a été dite, s'avère très juste. Bon, même si on meurt tous un peu de manière tragique, mais c'est vrai que voilà, ça a été une mort qui s'avère être très difficile. Camus était extrêmement aimé, hein. Beaucoup de gens adoraient Camus. Et moi, le premier, moi j'étais pas encore né, enfin si, j'étais pas encore né à sa mort, donc j'ai pas vraiment ressenti ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on se plonge dans ces textes, on vit vraiment de grandes expériences, c'est vraiment fabuleux. Et sa vie est tout simplement remarquable. La mort de Camus, elle a laissé un vide dans le monde littéraire et intellectuel, mais son œuvre et son héritage perdurent, oui, parce que ses écrits, explorant les thèmes de l'absurde, de la révolte, de la liberté et de la condition humaine, continuent d'inspirer et de provoquer la réflexion. La manière dont il a vécu sa vie, avec intégrité, engagement, reste un modèle pour beaucoup. Le décès soudain de Camus rappelle ses propres réflexions sur l'absurdité de la condition humaine et sur la mortalité. Pourtant, à travers son œuvre et les souvenirs de ceux qui l'ont connu et aimé, Camus continue de parler, d'engager et d'inspirer des générations bien au-delà de sa propre vie. Camus, c'est le soleil. Camus, c'est la pensée de midi, c'est la mesure, c'est la justesse. Camus, c'est l'absurde qu'il a expérimenté au long de sa vie et qui se termine aussi d'une manière absurde. Voilà, Camus, c'est l'amour, tout comme c'est la révolte, c'est la passion, tout comme c'est le désintérêt. Enfin, bon, Camus, c'est quelqu'un qui accompagne les gens qui décident de croire en rien, qui peut caresser les gens qui ont tout type de croyances, qui peut aider les cœurs en peine. Voilà, Camus, il est là dans n'importe quelle situation, il nous accompagne encore aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez passé un excellent moment. Moi, j'ai particulièrement aimé vous faire cet épisode parce que je suis vraiment un grand fan de Camus que j'aime énormément et ça a été beaucoup d'émotions pour moi de créer cette vidéo, de pouvoir vous la partager aujourd'hui. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas voilà, à partager cette vidéo. N'hésitez pas aussi à la commenter, à mettre un commentaire, à me dire si vous voulez d'autres auteurs, qui est-ce que vous voulez, ce que vous avez pensé de cette vidéo-là, s'il y a des choses à améliorer ou autre. Je suis vraiment ouvert à tout type de critiques. Et surtout, n'oubliez pas, vous, de vous plonger dans ses écrits à Camus, de relire L'étranger qui s'avère avoir une profondeur qui est incroyable. Il y a l'histoire, mais il y a ce qu'il y a derrière l'histoire, et ça c'est dingue. Je vous invite aussi à lire La Peste, à lire La Chute, à lire les œuvres de Camus les plus connues, qui sont vraiment des chefs-d'œuvre littéraires, et vous allez vraiment passer un excellent moment. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté cette vidéo entièrement, et je vous souhaite à tous une excellente journée, et je vous dis à bientôt. Bye bye.